Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous allons poursuivre l'étude des parois abdominales, à présent par la paroi abdominale postérieure. C'est une paroi qui va correspondre aussi ensuite pour l'intérieur de l'abdomen à la région rétropéritonéale et que l'on aborde donc en général par l'avant. Le processus xiphoïde, ici le rebord costal, je ne rentre pas dans le détail de la constitution, ce sont les cartilages costaux jusqu'ici au 10e arc. Donc là, nous avons bien sûr quelque chose qui est fermé, c'est la cage thoracique. Puis nous avons en avant cette ouverture qui est liée à la région sous-costale et ensuite à cette ligne oblique vers le bas et le dedans du ligament inguinal jusqu'à la symphyse pubienne. Nous avons donc là quelque chose qui est très fortement ouvert sur l'avant. Et si l'on regarde maintenant la limite ici avec le ligament inguinal, renforcement du bord inférieur de l'aponévrose de l'oblique interne, nous pouvons mettre comme repère ici l'ombilique, L4, c'est le sommet de la crête iliaque. Sommet de la crête iliaque et effectivement qui se projette en L4, ce qui nous permet de placer les contours de la crête iliaque qui va descendre ici jusqu'à cette épine iliaque. Ce qui fait que autant en avant les éléments sont très largement ouverts par cette échancrure sous-costale, par ici ces ligaments inguinaux qui descendent vers le bas, autant en arrière, nous allons trouver ici une portion osseuse postéro-latérale, c'est l'aile iliaque, et qui viendra donc former une paroi postérieure de l'abdomen. Puisque je vous rappelle que cet abdomen va être officiellement délimité par le détroit supérieur. Donc ce qui est au-dessus du détroit supérieur, c'est dans l'abdomen, orifice supérieur du pelvis, et ensuite il y aurait le diaphragme pelvien vers le bas, mais qui appartient aux régions pelviennes. Donc si l'on regarde en avant, nous avons quelque chose de fortement ouvert, et en arrière, nous avons au contraire une disposition très différente, où la hauteur entre les éléments osseux est réduite. Nous avons ici la projection de la colonne vertébrale, lombale, et une hauteur sur les côtés d'un point de vue non osseux qui correspondra à la région du flanc et qui est rétrécie, qui correspondra au niveau L2 à L4. Donc c'est quelque chose qui va être relativement réduit. Nous pourrions représenter ensuite la région ici de la 11e et de la 12e côte qui sont sur les côtés. Donc une situation très différente que nous allons revoir également sur une coupe sagittale médiane. Donc ici, des vues tout à fait schématiques. Et avec ces repères vertébraux qui vont être L2 pour la partie la plus basse de la cage thoracique, 10e arc chondrocostal, puisqu'il y a 4 niveaux de décalage. Donc 4 niveaux de décalage, 10e côte, 14. Il y a 12 vertèbres thoraciques, on arrive en L2. Et le sommet de la crête iliaque est en L4. Ce qui fait qu'ici, entre la 12e côte et L4, ce sera une région très peu haute. Donc la paroi abdominale postérieure, vers le haut, va être constituée par la partie basse de la cage thoracique, puis le diaphragme. Il n'y aura qu'une région relativement peu haute, musculaire pure, puis nous serons sur l'aile iliaque, avec l'aile iliaque qui appartient donc à la paroi postérieure de l'abdomen, par définition, puisque le détroit supérieur en forme la limite avec le pelvis. Si l'on regarde ceci sur une coupe sagittale, qui ne sera pas obligatoirement à la même dimension, mais qui nous permettra de voir des éléments que nous reverrons de toute façon par ailleurs, nous avons ici la section du tronc avec la lordose cervicale, syphose thoracique, lordose lombale et la syphose
pelvienne. Nous avons ici la crête iliaque qui va remonter jusqu'au niveau de L4, l'épine iliaque antérieure et supérieure. Dans le même plan, ici, nous avons la région de la symphyse pubienne. Donc voici ici cette région pelvienne. Puis nous allons pouvoir placer les éléments appartenant à la paroi antérieure du thorax qui seront représentés par le manubrium sternal, puis le corps du sternum et enfin le processus xiphoïde. Et nous aurons donc en avant quelque chose qui sera fortement ouvert, qui sera constitué par les muscles antérieurs de l'abdomen, en particulier les muscles droits dans l'aire gaine, qui vont partir ici de la région thoracique pour aller jusqu'à la région de la symphyse pubienne. Donc en avant, c'est très fortement musculaire. Alors que en arrière, nous avons ici la région de la 12e côte, de la 11e côte, du 10e arc qui vient ici nous délimiter la partie inférieure du thorax. Donc nous aurons sur les côtés et en arrière une région musculaire qui sera très limitée en hauteur par rapport à ce qui se passe en avant. Donc obligatoirement, les points faibles sont essentiellement vers l'avant, alors que sur les côtés et sur l'arrière, il y en aura moins. Nous allons reprendre aussi, que nous constituerons progressivement, un détail. Donc c'est ici une vue antérieure, c'est ici une vue de profil, une coupe sagittale médiale en vue de profil droit, avec ici l'avant. Et nous pouvons rappeler au niveau du sommet de la crête, ici la présence de l'ombilic. Voici pour ces régions. Nous pouvons également construire, de façon très schématique, une coupe sagittale. Nous allons agrandir ce que nous avions vu au niveau de la mise en place générale. C'est une coupe qui va passer, par exemple, par L3, où nous allons trouver une partie du corps vertébral qui aura une forme classique de rein, donc aspect réniforme caractéristique des vertèbres lombales, donc un rein avec un île postérieur. Voici ici cette vertèbre lombale, on peut prendre comme exemple L3. Et puis nous aurons ensuite en arrière le canal vertébral qui a une forme triangulaire au niveau lombal, avec le processus transverse appelé processus costiforme, plus ou moins long suivant les niveaux, les régions des processus articulaires, lame et processus épineux. Donc voici pour ces éléments, et nous allons voir qu'il existe des haubans musculaires verticaux que l'on avait déjà cités. Ce sera le muscle psoas qui va être situé sur la partie antérolatérale de la colonne, et nous en verrons sa constitution, qui sera un muscle vertical, qui va être complété en arrière par les muscles érecteurs spinaux qui, eux, occupent la gouttière vertébrale, ici, vers l'arrière. Et sur les côtés, nous allons voir partir des muscles larges. Nous trouverons en particulier un premier muscle qui sera le muscle carré des lombes, qui viendra s'insérer ici sur les processus costiformes transverses de la région. Puis nous aurons le départ des muscles larges, et en l'occurrence ici, ce sera le départ du muscle transverse de l'abdomen que nous allons recompléter ensuite. Donc nous allons à présent rentrer un peu plus dans le vif du sujet, ce qui va nous permettre de faire une grande vue antérieure que nous allons construire très progressivement. Donc d'un point de vue musculaire, c'est très simple, c'est la colonne, le psoas, le carré des lombes et le départ des muscles larges en arrière que nous avons déjà étudiés. Nous allons ici, pour cela, faire une vue antérieure de cette paroi lombale
c'est-à-dire paroi abdominale postérieure, et nous allons faire comme si nous avions enlevé un hémitron, un hémi-abdomen. On ne regarde en gros que la moitié postérieure. C'est quelque chose que l'on fait très souvent en pratique anatomique pour des préparations que vous voyez en travaux pratiques. Donc nous allons pouvoir placer des vertèbres en commençant en bas par la vertèbre L5. Vertèbre L5 qui, je vous rappelle, est appelée également vertèbre cunéiforme parce qu'elle est plus haute en avant qu'en arrière, ce qui est caractéristique de l'espèce humaine. Donc ici L5, et comme les disques intervertébraux ont une importance tout à fait nette dans la hauteur de la colonne vertébrale, nous allons ici les indiquer, ce que l'on fait rarement pour gagner un petit peu de temps. Donc voici ici à présent L4, puis nous aurons L3, ici, puis nous aurons L2, toujours avec des disques, ces disques vertébraux qui sont les plus hauts de la région lombale, puis nous avons, et de la hauteur de la colonne vertébrale, nous avons ici L1, et enfin nous avons ici T12 qui marquera la limite supérieure de la région, comme on le reverra aussi dans le cours ultérieur sur le diaphragme. Donc nous allons trouver ces éléments qui sont des éléments osseux et qui constituent cette colonne, osseux et articulaires, puisque nous allons pouvoir placer ici les disques intervertébraux, que voici en vue antérieure. Pour bien faire, il faudrait bien sûr rajouter les ligaments, et en l'occurrence, ce serait le ligament longitudinal antérieur, mais ceci est étudié en détail avec les articulations de la colonne vertébrale que nous avons vues, et également en anatomie générale des articulations avec les symphyses. Voici ici donc ces disques intervertébraux, et nous sommes là sur T12, L1, L2, L3, L4, L5. Nous pouvons placer du côté droit et gauche ici la 12e côte qui s'articule sur T12, 12e côte de longueur variable, donc que voici, et nous allons la replacer également, surtout 12 ici, c'est bien un 2, nous allons la replacer ici du côté droit. Voici cette 12e côte, donc encore une fois de longueur variable. Chez certaines personnes, elle est très courte, se confondant en un processus costiforme. 12e côte qui s'articule avec la 12e vertèbre. C'est une côte flottante, bien sûr, comme vous le savez. Et puis ici, et nous l'avons vu par ailleurs, et puis ici, nous avons l'extrémité de la 11e côte qui va en général à peu près descendre jusqu'au niveau de L1. Voici la 11e côte, également côte flottante, donc que nous pouvons laisser flotter ici et libre, donc qui aura une longueur et une position variable. En rappelant que c'est au niveau du 10e arc que nous trouvons la partie la plus basse du thorax d'un point de vue conventionnel. Voici donc pour ces éléments vertébraux, et la 12e côte viendra marquer ici la limite supérieure de la paroi abdominale par définition. Et cette côte est donc courte et postérieure. Et puis vers le bas, eh bien, nous allons trouver à présent le pelvis, et nous avons vu que les ailes iliaques appartiennent encore à l'abdomen de par la définition de la limite qui est le D3 supérieur. Nous pouvons placer ici le disque L5S1, c'est-à-dire le disque lombosacral, qui va correspondre donc à la face inférieure de la 5e vertèbre lombale, à la face supérieure de S1, et le bord antéro-supérieur de S1, base du sacrum, forme ce qu'on appelle le promontoire. Et puis sur les côtés, nous allons pouvoir trouver les ailes du sacrum, ailerons sacrés, puis ce sera la région de
du détroit supérieur que nous pouvons placer ici et qui a un aspect, je vous rappelle, cordiforme, c'est-à-dire en forme de cœur, et qui va venir ici s'enrouler pour rejoindre la symphyse pubienne, puisque le détroit supérieur est dans un plan qui est oblique vers le bas et l'avant. Nous avons ici la région de l'articulation sacro-iliaque, et nous avons le départ de la crête iliaque depuis l'épine iliaque postérieure et supérieure, et cette crête iliaque va remonter jusqu'au niveau de L4, niveau de l'ombilic, puis redescendre jusqu'à l'épine iliaque antérieure et supérieure. Donc voici ces éléments, la crête iliaque qui appartient à l'os coxal, partie iliaque de l'os coxal ou ilium, et qui remonte jusqu'en L4. L4, c'est le niveau de l'ombilic sur le vivant. L4, c'est aussi le niveau de la bifurcation aortique. Voici ici l'aile du sacrum, voici ici l'articulation sacro-iliaque. Articulation sacro-iliaque qui s'étend à peu près sur S1, S2, puis nous voyons progressivement se réduire de largeur le sacrum pour nous mener à l'apex sacré, et en dessous, c'est le coccyx qui vient se projeter avec la région de la symphyse pubienne. Donc, sur une position normale du bassin, le coccyx ici vient se projeter sur la symphyse pubienne, avec ici, on peut représenter le disque symphysaire pubien. Voici pour ces éléments. Nous pouvons ensuite placer quelques repères sur le sacrum, c'est-à-dire ces lignes transverses qui sont au nombre de 4 et qui viennent délimiter, qui viennent marquer la synostose entre les 5 corps sacrés, et à leur extrémité, nous trouvons les foramens sacro-antérieurs au nombre de 4 également, lorsque le sacrum a 5 vertèbres sacrales, ce qui est la règle. Et on l'avait dit, il existe une variabilité individuelle. Certaines personnes ont 4 vertèbres dans le sacrum et donc 3 foramen. D'autres ont 6 vertèbres sacrales et donc 5 foramen. Mais la disposition, c'est bien 5 vertèbres de S1 à S5. Voici ici donc la région du détroit supérieur, qui est donc dans un plan, nous l'avons vu de façon détaillée avec les cours sur le pelvis osseux, qui est dans un plan oblique vers le bas et l'avant. Voici ici la région donc de l'articulation sacro-iliaque, et puis c'est ici l'épine ischiatique et la petite incisure ischiatique. Sur les côtés, nous allons placer ici, là également, élément que nous connaissons, nous allons placer le ligament inguinal qui donc appartient à la paroi abdominale antérieure, ligament inguinal qui est tendu de l'épine iliaque antérieure et supérieure à l'épine du pubis. Donc renforcement, là aussi, nous avons vu ça en détail, renforcement du bord inférieur de l'aponévrose, c'est-à-dire du tendon aplati du muscle oblique externe. Nous avons vu ça en détail. Voici ce ligament inguinal qui est donc le repère important, limite entre le tronc et le membre inférieur, limite entre la paroi abdominale antérieure et le membre inférieur. Nous pourrons encore placer comme éléments sans trop appuyer parce qu'ils vont disparaître en partie, nous pourrons placer le niveau de la tête fémorale. Le sommet de la tête fémorale se projette au niveau du milieu du ligament inguinal. Au niveau du milieu du ligament inguinal, c'est également l'arrivée de l'artère iliaque externe qui devient artère fémorale. Donc il y a ces 2 points, le point osseux, sommet de la tête iliaque, et il y a ensuite la transformation de l'artère iliaque externe en artère fémorale. Et nous avons ici les contours du fémur qui viennent nous mener ici, après le col, à la diaphyse et au petit trochanter. Je n'appuie pas, ceci va disparaître sous des éléments. Donc voilà cette mise en place osseuse, nous avons à peu près tout ce dont nous avons besoin.
Le premier muscle que nous allons voir est le muscle iliopsoas. Nous l'avons déjà évoqué à de multiples reprises, puisqu'on l'étudie aussi avec le membre inférieur, on l'étudie en partie avec le pelvis, puisqu'il longe le détroit supérieur et est juste au-dessus de l'orifice supérieur du pelvis. Nous allons là le voir de façon détaillée au niveau de son origine. Le muscle psoas est un muscle allongé, c'est un muscle vertical qui est à droite et à gauche, donc qui est bilatéral, qui vient former un haut-banc musculaire en avant et sur les côtés de la colonne vertébrale. C'est un fuseau musculaire, c'est-à-dire il a une forme fusiforme extrêmement allongée. Il va s'insérer de T12 à L4. De T12 à L4 et ne s'insère donc pas à la partie toute basse sur L5 et va s'insérer à la fois par des fibres musculaires sur une partie des corps et sur les disques, mais aussi par l'intermédiaire d'arcades tendineuses. Arcades tendineuses, on dit aussi arcades fibreuses du muscle psoas, ces arcades qui sont placées sensiblement à mi-hauteur des corps vertébraux et qui permettront le passage d'éléments vasculo-nerveux. Donc, arcades tendineuses, ces arcades viennent former, vous voyez, un tunnel ostéofibreux avec la vertèbre et ceci permet autant d'éléments d'orifices de passage. Nous allons trouver ici ce muscle psoas qui a donc un aspect fusiforme, qui va descendre obliquement vers le bas, vers le dehors et vers l'avant, et qui vient ici franchir vers le bas le bord antérieur de l'os coxal, et à ce niveau, ce qui n'apparaît pas sur ce schéma, il va former un coude à angle droit. Il était donc oblique vers vous, vers le bas, vers l'avant et vers le dehors, et franchissant le bord antérieur de l'os coxal, il fait un angle droit pour partir vers le bas et l'arrière et rejoindre le petit trochanter. Donc il est encore musculaire dans la région ici du trigone fémoral, et ce n'est qu'à la partie toute terminale qu'il va se jeter sur un tendon puissant et cylindrique que l'on sent en partie sous la peau, pas pour la partie terminale qui est profonde sur le petit trochanter, mais voici ici ce tendon du muscle psoas qui est la terminaison commune de l'iliopsoas et qui s'insère, c'est le seul, sur le petit trochanter. Corps musculaire fusiforme qui a la particularité d'avoir des fibres très serrées. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres muscles, il n'y a pratiquement pas, en temps normal, de tissu adipeux dans le muscle psoas, et ceci est très caractéristique tant en échographie ou en scanner, mais surtout en IRM, où l'on voit cette constitution strictement musculaire, alors que pour beaucoup d'autres muscles, il y a cet aspect qu'on appelle parfois entrelardé, avec du tissu adipeux entre les fibres musculaires, et notamment en IRM, ce tissu adipeux, suivant les séquences, va sortir en hypersignal, donc sera très visible, alors qu'au niveau du psoas, il n'y en a pas, et on aura en gros un isosignal de l'ensemble du muscle. Donc un muscle qui est particulièrement dépourvu de tissu adipeux, et donc qui lui donne un aspect très dense et finalement aussi très homogène. Ceci est une qualité que l'on retrouve chez l'ensemble des mammifères et qui va être utilisée en boucherie et de manière culinaire, puisqu'il s'agit là d'une partie extrêmement musculaire et sans gras, qui va donc être particulièrement agréable pour les amateurs de viande, et on va en fait couper ce muscle qui est allongé, fusiforme, on le coupe en rondelles, ce qui vous donne des morceaux qui sont relativement de contour circulaire ou elliptique, et c'est ce qu'on appelle le filet. Donc le filet, c'est une coupe du psoas, alors ça peut être notamment du filet de bœuf, mais ça peut être du filet de n'importe quel animal, filet de veau, filet d'agneau. Donc le filet, c'est le psoas. Et ceci se retrouve également dans l'espèce humaine avec cet aspect
en IRM dépourvus de tissu adipeux. Donc ici, sur la partie basse, nous avons cet angle, ce coude à angle droit, et partant vers l'arrière, terminaison sur le petit trochanter. À ce niveau, le muscle et le tendon du psoas viennent glisser contre la capsule articulaire coxo-fémorale, qui est juste en dessous. Et ce glissement se fait en général par l'intermédiaire d'une bourse synoviale donc du muscle, du tendon du muscle psoas. Voici donc ici ce muscle psoas. Alors au point de vue innervation-action, on en parlera avec la mise en place du muscle iliaque. Si nous regardons ce muscle psoas sur une petite vue schématique de profil, nous avons donc ici la courbure thoracique, la lordose lombale, ici la région de la syphose pelvienne avec l'épine iliaque antérieure et supérieure, le bord antérieur de l'os, la région ici de la symphyse, la petite incisure ischiatique et la grande incisure ischiatique, la tubérosité ischiatique, ici la paroi abdominale, et nous avons ensuite l'acétabulum et la région du fémur, puis le genou, et ici le petit trochanter. Donc le muscle vient effectivement partir de la colonne T12 jusque L4, va franchir le bord de l'os et là vient former un coude à angle droit pour se terminer sur le petit trochanter par son tendon. C'est un coude à angle droit qui se fait de façon relativement harmonieuse, ce n'est pas du tout aigu, c'est une courbe qui se fait sur le bord antérieur de l'os, mais qui est extrêmement caractéristique et qui viendra aussi nous expliquer le rôle de ce muscle. Donc ici le muscle psoas en vue schématique latérale qui vient se terminer après ce coude qu'on n'aperçoit pas sur cette vue. Alors, muscle iliopsoas, il y a donc le muscle iliaque à présent, que nous avons aussi évoqué notamment avec le pelvis. Le muscle iliaque va être complètement différent, puisqu'il ne s'agit plus d'un fuseau, mais d'une nappe. C'est une nappe musculaire qui vient s'insérer sur toute la surface interne, profonde, donc, de l'aile iliaque. Et il vient se former une nappe musculaire qui passe, puisqu'elle est sur l'aile iliaque, qui passe aussi en arrière du psoas. C'est une nappe musculaire triangulaire dont la base du triangle est sur la crête iliaque et le sommet du triangle va être inférieur au niveau de la terminaison. Ces fibres vont venir converger, comme un petit peu les fibres d'un éventail, vont venir converger vers le tendon terminal du psoas, et ce sera donc une terminaison commune. Donc aspect très différent de ce muscle iliaque, qui est cette nappe musculaire qui vient avoir des fibres qui convergent vers la terminaison, c'est-à-dire vers le tendon du muscle psoas où il se termine. Cette nappe musculaire tapisse toute la face médiale de l'aile iliaque, en vous rappelant d'une part que cette aile iliaque, contrairement à ce qui pourrait apparaître sur ce dessin, n'est pas dans un plan frontal, mais que cette aile iliaque vient vers vous à 45 degrés vers l'avant et le dehors. C'est pour cela que l'épine iliaque ici antérieure et supérieure, que cette épine iliaque antérieure et supérieure est effectivement en avant. Donc la crête est oblique à 45 degrés et donc le muscle aussi est dans un plan qui n'est pas un plan frontal, mais qui est un plan oblique vers l'avant et le dehors. Sur l'autre versant, de l'autre côté, qui est donc postéro-latéral, eh bien, c'est la région glutéale, et en particulier donc l'insertion des muscles glutéaux, anciennement ou populairement les muscles fessiers, grands, moyens et petits fessiers, glutéal majeur, glutéal moyen, glutéal mineur. Voici ici donc la convergence de ces fibres du muscle iliaque et terminaison commune sur le tendon du muscle psoas, d'où le terme d'iliopsoas, deux origines, deux chefs, une seule terminaison sur le petit trochanter. Au point de vue innervation, nous le verrons, ce sont des branches
qui viennent du plexus lombal, qu'on évoquera dans la deuxième partie de ce cours, et d'autre part, des branches du nerf fémoral, qu'on évoquera aussi, nerf fémoral qui est une branche terminale du plexus lombal. Et au point de vue action, nous voyons qu'il y a deux aspects. Il y a une action qui est obligatoirement sur la colonne vertébrale. Cette action sur la colonne vertébrale, comme le muscle est oblique vers l'avant, le bas et le dehors, il vient tirer sur la convexité antérieure de la colonne vertébrale, à peu près au niveau de L3, et donc vient augmenter la lordose lombaire. Et puis, l'action qui va se faire, qui est peut-être la plus évidente, c'est celle sur l'articulation coxofémorale, puisque nous franchissons cette articulation en avant, et ce sera tout logiquement de la flexion de la cuisse sur le tronc. Donc flexion de la cuisse sur le tronc, c'est bien ce muscle iliopsoas. Nous pouvons rappeler aussi que ce muscle peut s'exercer non pas seulement quand il y a un point fixe sur le tronc. Point fixe sur le tronc, on fait bouger le membre inférieur, flexion, muscle psoas. Mais l'autre possibilité est quand on est allongé. Donc quand on est allongé sur le dos, là le point fixe va être sur le membre inférieur, le psoas se raccourcit et la flexion, le redressement, c'est bien le psoas qui vient travailler. Donc ici, on peut représenter également cela par un petit bonhomme qui serait allongé, ici, et qui vient redresser son tronc par rapport au membre inférieur en utilisant le psoas. Donc ce sont deux possibilités. C'est aussi ici une erreur majeure qui est faite souvent par les gens dans les salles de sport, puisque bien évidemment, cette flexion du tronc est liée principalement au muscle psoas qui est très puissant, muscle psoas très puissant. Or, il est caché, il est sur la paroi postérieure de l'abdomen et donc ne se voit pas. Ce ne sont pas les muscles antérieurs qui travaillent, on l'a dit, pour les muscles antérieurs, ce sera plutôt de la rotation qui sera intéressante. Donc, voici pour ces éléments concernant ce muscle psoas et donc les deux aspects possibles. Nous pouvons rappeler ici aussi que le muscle psoas a une disposition très caractéristique avec un fascia important. Si nous représentons ici ce fuseau du muscle psoas, nous l'avions évoqué en anatomie générale. Voici ce muscle psoas qui va être entouré par un fascia important qui est appelé fascia iliaca. Et donc on ne représente pas sur les dessins systématiquement parce qu'on ne verrait pas les fibres musculaires. Fascia iliaca qui est quasiment toujours ouvert sur les préparations que vous verrez en travaux pratiques d'anatomie. Mais fascia, en revanche, que l'on voit bien entendu sur le vivant et au bloc, puisqu'il est constant. Nous l'avons ici ouvert, mais il ferait, bien sûr, il engloberait ici tout le muscle, ce fascia iliaca, qui est un élément fibreux qui vient ensuite se fusionner avec le tendon et qui est un élément tout à fait important et marquant. Aucun muscle ne peut fonctionner sans fascia, comme on a pu le dire en anatomie générale. Donc ici, il est particulièrement développé, c'est ce qu'on appelle le fascia iliaca. Alors ce fascia iliaca, c'est bien le fascia du muscle psoas et du muscle iliaque. Et ceci va être intéressant puisque d'une part, ça vient guider le mouvement, mais également, ceci vient former une gaine fibreuse qui part de la colonne et qui se termine au niveau du trigone fémoral, donc région superficielle. Et ceci va pouvoir permettre de guider un certain nombre de collections. C'est le cas de certains hématomes rétropéritonéaux. Hématomes rétropéritonéaux, par exemple, à la suite de ruptures d'organes. Hématomes rétropéritonéaux qu'il est important de diagnostiquer, mais un hématome rétropéritonéal ici va pouvoir utiliser le fascia iliaca, ce qu'on appelle aussi la gaine du psoas, et finalement arriver par pesanteur ou par déclivité à former une masse au niveau du trigone fémoral. Donc
trigone fémoral, anciennement aussi appelé parfois donc triangle de Scarpa. C'est important de voir que les masses que l'on y trouve sont très variées, et en particulier, ce peut être des masses d'origine vertébrale qui sont guidées jusque-là par la gaine du muscle psoas. Et il y a un autre cas clinique classique, c'est qu'on voit rarement aujourd'hui chez nous, mais qui est extrêmement fréquent encore dans de nombreux pays, ce sont les abcès tuberculeux, les atteintes tuberculeuses de corps vertébraux lombaires, donc c'est très fréquent, et qui forment ce qu'on appelle le mal de Pott, PO2T, atteinte tuberculeuse de la colonne vertébrale, et ces abcès, qui sont des abcès froids, vont pouvoir migrer par de nouveau cette gaine du psoas, et donc on va ici avoir une masse, une forme de tumeur au niveau du trigone fémoral, et il faudra penser qu'en fait l'origine est vertébrale. S'il vient s'insérer en avant sur le corps et les disques, notamment par l'intermédiaire d'arcades tendineuses ou arcades fibreuses, que nous pouvons présenter ici, arcades fibreuses, et va laisser à l'intérieur de lui, entre les insertions sur le processus costiforme et sur le corps, va laisser ici une zone qui est non musculaire. Donc voici cette section du muscle psoas contre la colonne, mais en quelque sorte qui est creux. Il y a un espace en profondeur du psoas avec la colonne vertébrale, et c'est là où viendront se placer notamment les branches du plexus lombal, qui sont donc cachées à leur origine par le muscle psoas. Voici ce muscle psoas, et nous pouvons rappeler donc qu'il existe un fascia important, qui est le fascia iliaca, qui vient former cette gaine fibreuse ici, qui entoure le muscle psoas, gaine fibreuse inextensible qui peut guider des collections, hématomes extradurales, abcès vertébral tuberculeux. Nous pouvons, juste par symétrie, bien sûr, il y aurait le côté opposé avec un psoas ici qui vient se placer de l'autre côté, et nous pouvons placer par symétrie ce qui se passe vers l'arrière. Eh bien, vers l'arrière, nous avons un deuxième système de haubans ou haubanage musculaire qui correspondra aux muscles érecteurs spinaux. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail de ces muscles érecteurs spinaux, c'est complexe, nous allons simplement ici les montrer. Je remplis un tout petit peu le corps vertébral. Nous avons ici le foramen vertébral où nous aurions la moelle. Voici ici ce qui est plein. Et donc en arrière, à peu près en symétrique du psoas, nous trouvons les muscles érecteurs spinaux que je ne détaille pas, ils sont assez complexes, ils forment globalement une masse ici musculaire qui est située dans ce qu'on appelle la gouttière vertébrale, c'est-à-dire entre le processus costiforme qui est oblique vers l'arrière et le dehors et bilatéral, et le processus épineux qui est lui impair et médian. Voici ici ces muscles érecteurs spinaux complexes. L'important est de voir surtout leur existence et leur fonction globale. Donc ici, muscles érecteurs spinaux. Érecteurs spinaux qui eux-mêmes vont être recouverts par un fascia important, et à ce niveau, ce sera encore une partie du fascia thoracolombaire qui sert d'insertion à d'autres muscles. Donc, ceci signifie que nous avons un haubanage de la colonne vertébrale qui serait très fragile, sinon, comme nous avons pu le représenter ici, nous n'avons que la colonne vertébrale qui tiendrait, mais le fait qu'il y ait ces éléments musculaires qui l'entourent va ici donner un système qui devient extrêmement résistant. Deux facteurs de résistance, c'est d'une part que ce soit articulé. Si c'était une seule tige, ça aurait moins de résistance. Donc l'élément articulé donne une résistance et une souplesse. Ensuite, la lordose donne aussi une résistance mécanique comme ceci est classique. Et d'autre part, il y a ce haubanage musculaire, et celui qui nous intéresse ici, c'est donc le psoas. Nous allons maintenant voir le deuxième muscle de cette paroi postérieure de l'abdomen, qui va être donc peu
élevé, puisque cette paroi postérieure est entre la 12e côte et le bord supérieur de la crête iliaque, et ce sera le muscle carré des lombes. Le muscle carré des lombes, quadratus lombae, donc quadratus le carré en latin, a une forme globalement carrée mais plutôt rectangulaire et forme une nappe musculaire aplatie, nappe musculaire qui est tendue entre le bord inférieur de la 12e côte et le bord supérieur de la crête iliaque dans sa moitié postérieure. Et globalement, ce sont des fibres qui sont ici verticales et donc une nappe aplatie qui est en partie cachée par le muscle psoas qui passe en avant de la crête iliaque. Voici ici ce muscle carré des lombes, nappe musculaire entre la 12e côte et la crête iliaque. Donc muscle limité et strictement ici postérieur, aplati, qui est donc du même type que les muscles larges que nous avons vus et que nous allons reciter dans un instant. Muscle carré des lombes que voici, qui est court et qui va être innervé par des branches collatérales du nerf subcostal que nous évoquerons, nerf subcostal qui est donc le 12e nerf intercostal, puisqu'il n'y a pas d'autre côte, il n'est plus vraiment intercostal, mais on l'appelle donc subcostal. Voici ici ce premier nerf, et puis ensuite ce seront des branches collatérales du plexus lombal. Muscle carré des lombes ici, et que l'on voit donc très bien, qui sera recouvert par un fascia, mais fascia moins important, T12 à L4, en haut sur la 12e côte, et ici ces insertions secondaires. Voici ici ce muscle carré des lombes qui dépasse donc sur le côté, nappe aplatie, qui dépasse sur le côté le muscle psoas, muscle carré des lombes, que voici. Au point de vue action, eh bien, vous imaginez bien que lorsqu'il se contracte, il va venir rapprocher la 12e côte de la crête iliaque et donc ce sera un inclinateur homolatéral. Nous allons mettre ici une arcade qui existe entre la 12e côte et la 11e côte, ici arcade tendineuse ou arcade fibreuse. Nous en retrouverons d'autres et nous allons voir ici le départ du muscle transverse de l'abdomen, qui vient s'insérer sur les processus ici costiformes par une large membrane tendineuse ou aponévrose, et que nous allons voir de façon aponévrotique, c'est-à-dire tendineuse, dépassant ici le muscle carré des lombes. Donc c'est un muscle, le muscle transverse de l'abdomen, qui a des fibres horizontales. Et ici, nous voyons ces fibres horizontales du tendon du muscle transverse qui vient s'insérer donc sur la colonne lombale par l'intermédiaire d'arcades entre les processus costiformes, puis vers le bas vient également s'insérer sur la crête iliaque. Donc fibres tendineuses qui sont ici horizontales, et c'est cette partie tendineuse que l'on voit d'abord placée latéralement par rapport au carré des lombes, c'est-à-dire que l'origine du muscle transverse est bien en arrière du muscle carré des lombes. Voici ici donc ce tendon d'origine du muscle transverse, qui est donc tendon plat qu'on appelle aponévrose et qui est relativement long, et ce n'est qu'à l'angle postérolatéral que nous trouvons à présent le muscle transverse. Alors ce ne sera peut-être pas la même couleur que ce qu'on avait utilisé dans le premier cours, ce qui n'est pas obligatoirement idéal, mais donc ici je le mets en rose, et donc sur le côté, nous aurons ici la section du muscle transverse, qui s'insère sur cette aponévrose, donc sur la colonne, et dont voici les fibres horizontales que nous voyons et qui occupent la partie tout à fait latérale de la paroi postérieure de l'abdomen. Et ensuite, ce serait la poursuite vers la paroi antérolatérale
de l'abdomen. Donc ici, le muscle transverse de l'abdomen, qui est le plus profond. Je vous rappelle qu'il n'a pas d'insertion osseuse proprement dite. Il va se terminer sur la gaine du droit de l'abdomen et quand il se contracte avec les deux côtés, il vient rétrécir le diamètre abdominal, c'est rentrer le ventre et donc c'est un muscle qui est très important dans la sangle abdominale. Et puis sur les côtés, nous pouvons mettre les sections des autres muscles larges. C'est le muscle ici oblique interne, qui est de même niveau que les côtes et que le thorax, et qui va aller sur la lèvre moyenne de la crête iliaque, avec des fibres qui sont ici ascendantes vers le haut et l'avant. Et enfin, en périphérie, nous allons trouver le muscle oblique externe. Encore une fois, c'est peut-être pas exactement le même code couleur. On avait dû mettre l'oblique externe en orange. Voilà ici l'oblique externe qui est la couche la plus superficielle, qui s'insère en exothoracique et qui vient se terminer sur la lèvre latérale de la crête iliaque avec des fibres qui, elles, sont descendantes vers le bas et le dehors. En profondeur du transverse, nous aurions le fascia transversalis qui tapisse tout l'intérieur de la paroi abdominale, puis nous aurions le péritoine, c'est le feuillet pariétal postérieur du péritoine. En superficie ici de ces muscles, nous avons le fascia superficialis, et puis nous aurions la peau. Donc voilà ces trois couches musculaires, et pour reprendre ici juste le code couleur, on a mis en orange l'oblique externe, on a mis en bleu l'oblique interne, et on a mis en rose le transverse et donc son aponévrose d'origine. Nous retrouvons ensuite bien sûr la prolongation avec ce que nous avons pu étudier. Nous pouvons mettre quelques éléments encore de rapport vers le bas. Nous aurons notamment ici l'insertion du muscle sartorius qui s'insère sur l'épine iliaque antérieure et supérieure et qui va avoir un trajet oblique au sein de la face antérieure de la cuisse, dans le fascia lata. Voici ici l'origine du muscle sartorius que je place. Et puis, sur les côtés, nous pourrions placer les différents muscles glutéaux, ici, qui viennent former le relief de la région, notamment le petit et le moyen glutéal, que j'aurais également ici ouvert pour voir les régions plus profondes. Ici, donc, les muscles glutéaux qui viennent former le relief glutéal. Et c'est le tendon d'origine du muscle droit fémoral qui vient se faire, qui vient s'insérer sur l'épine iliaque antérieure et inférieure. Donc là, c'est la jonction avec des éléments que nous avons vus par ailleurs. Nous pouvons ici compléter ces éléments plus profonds avec les contours osseux proprement dits. Voilà le col fémoral. Voici ici le grand trochanter où viendront s'insérer notamment les pelvis trochantériens et les muscles glutéaux, petits et moyens. Et vers le dedans, nous pourrons mettre en place l'insertion du muscle pectiné qui vient former la deuxième partie du plancher du trigone fémoral, comme nous l'avons vu avec le membre inférieur, qui s'insère de façon linéaire sur la crête pectinéale et qui va présenter des fibres obliques vers le bas et le dehors, légèrement vers l'arrière. Nous insérons ici ce muscle pectiné pour laisser apparaître la région plus profonde, qui est ce qu'on appelle la région obturatrice. Donc ici, on ouvre le pectiné qui est le plus superficiel. Je vous rappelle, les deux plans du trigone fémoral, c'est l'iliopsoas et le pectiné. Et on va reprendre ici la suite du pectiné qui va aller vers le fémur.
nous avons juste fait une fenêtre, et dans cette fenêtre du pectiné, nous pouvons voir apparaître le foramen obturatum qui perfore la plaque ischio-pubienne. Donc nous sommes ici sur cette plaque ischio-pubienne, et nous allons trouver ici eh bien, le foramen obturatum qui est en partie fermé par la membrane obturatrice, et que l'on voit donc apparaître ici en ouvrant notamment cet élément et en ayant ouvert aussi le muscle obturateur externe. Donc ici, l'obturateur externe que nous avons coupé. Donc voici ces éléments, pectiné ouvert et obturateur externe, c'est la région obturatrice qui est plus profonde. En arrière du carré des lombes, nous allons avoir le tendon aplati, c'est-à-dire membraneux, l'aponévrose du transverse, que voici, aponévrose du muscle transverse, et ce n'est que plus latéralement que cette aponévrose du transverse va devenir musculaire. Donc sur la vue antérieure, on voit bien ici l'aponévrose, et ce n'est qu'ensuite ici que nous avons la partie musculaire du transverse de l'abdomen, muscle transverse ici de l'abdomen. Et nous trouvons couche suivante, l'oblique interne, qui lui ne va pas jusqu'à la colonne à ce niveau et donc va avoir un bord postéro-inférieur libre. Voici ici l'oblique interne, donc que je remets en bleu comme sur le schéma précédent, oblique interne. Et enfin, en superficie, là aussi avec un bord postéro-inférieur libre, ici nous trouvons le muscle oblique externe. Ce sont ces trois couches de l'abdomen, l'ensemble étant ensuite couvert par différents fascias, et notamment le fascia thoracolombaire ici, qui va servir d'insertion au muscle grand dorsal qui remontera jusque vers la colonne, vers la ceinture scapulaire, et en particulier aussi l'humérus. Voici le grand dorsal. Et nous sommes ensuite sur le plan cutané postérieur. Donc voici ces quelques éléments de la paroi postérieure de l'abdomen. Nous l'avions placé de manière générale, on est ici plus détaillé. Et bien sûr, sur cette paroi, nous avons, je vous rappelle, en périphérie, ce fascia superficialis qui vient finalement fusionner avec le fascia thoracolombaire et le fascia du grand dorsal. Rien n'est dépourvu de fascia. Nous avons ici le fascia transversalis qui vient ensuite se fusionner avec le tendon, l'aponévrose du transverse. Ici, nous avons le fascia postérieur qui vient recouvrir le muscle carré des lombes, et voilà le fascia iliaca. Et par-dessus tout cela, eh bien, nous aurons le feuillet du péritoine, feuillet pariétal du péritoine ici, qui vient recouvrir l'ensemble. Sur les côtés, c'est facile, au milieu, c'est plus complexe, puisqu'il y a les éléments vasculonerveux. Et nous sommes dans la cavité abdominale. Bien sûr, ensuite, ce sera là la région rétropéritonéale, avec notamment aorte et veine cave. Nous allons représenter ici T12, L1, L2, L3, L4, L5 et S1. Donc voilà les racines dont nous avons besoin. Donc T12, L1, L2, L3, L4, L5 et S1. Ce sont bien là ce qu'on appelle racines. Ce sont en fait des branches antérieures, des rameaux antérieurs des nerfs spinaux, qui sont mixtes. Si nous faisons ici un petit rappel sur la disposition médulaire, voici ici une vue de cette moelle spinale, les cordons antérieurs, les cordons latéraux, les cordons postérieurs. Donc voici ici cette moelle. Nous pouvons représenter un segment, la fissure antérieure. Et donc, ici, à l'intérieur, on peut mettre la substance grise en forme d'ailes, de forme de papillon avec des ailes postérieures et antérieures.
donc substance grise ici, et nous allons trouver de manière étagée, donc de manière métamérique, dans le sillon ici antérolatéral, de chaque côté, la naissance de filets radiculaires qui vont former la racine antérieure ou racine motrice. Racine antérieure ou racine motrice. Il y a en général 5 filets radiculaires pour cette racine. Donc racine antérieure ou motrice avec 5 filets radiculaires. Donc là, on est sur une racine motrice. Puis nous trouvons une racine postérieure ou sensitive que je vais mettre en orange pour la distinguer, qui naît dans le sillon postérolatéral. Et il y a là en général 6 filets radiculaires. 6 filets radiculaires postérieurs, racine postérieure ou sensitive. Et cette racine postérieure a la particularité d'avoir un renflement qui est le ganglion spinal, donc de signification sensitive, renflement, ganglion spinal, qui est caractéristique donc, sur cette racine postérieure sensitive. Les deux racines antérieures motrices et postérieures sensitives viennent se réunir pour former le nerf spinal, proprement dit, qui est mixte. Et ce nerf spinal, qui est mixte, va lui-même se diviser en 2 branches. Une branche antérieure mixte, motrice et sensitive, une branche postérieure mixte, motrice et sensitive. Et la plus importante, c'est bien sûr la branche antérieure, qui va correspondre à peu près aux nerfs intercostaux, qui se poursuivent de manière métamérique. Branche antérieure, ici mixte, et la branche postérieure, qui sera, elle, plus grêle, va rejoindre les gouttières vertébrales et sera également mixte. C'est notamment l'innervation motrice des muscles érecteurs spinaux et la peau de la région paravertébrale. Donc, ici, les racines que nous donnons sont bien issues de ces branches antérieures, ici, rameaux antérieurs des nerfs spinaux, de T12 à S1. Et ce sont toujours ces rameaux antérieurs qui viennent constituer les plexus, qu'ils soient cervicales, qu'ils soient brachiales, lombales ou ensuite sacro-coccygiens. Ce sont les rameaux antérieurs et qui sont donc ici bien mixtes, moteurs et sensitifs. Alors, le premier nerf sera facile, c'est le nerf intercostal, et qui, puisqu'il n'y a plus de côte en dessous, prend le nom ici de nerf subcostal. Donc le nerf subcostal, c'est le dernier nerf intercostal, et qui a le même trajet parallèle aux autres, c'est cet aspect métamérique que nous avons déjà évoqué lors de la mise en place générale de ces nerfs de la paroi abdominale. Donc ici, T12, c'est le nerf subcostal, et il va bien sûr venir innerver d'un point de vue moteur, de façon métamérique, des tranches successives de ces muscles de la paroi abdominale, et par des branches qui perforent le fascia et vont à la peau, eh bien, la partie sensitive, latérale et antérieure de la paroi. Donc ici, T12 vient former le nerf subcostal. Le nerf subcostal, c'est aussi appelé le 12e nerf intercostal. Mais le terme maintenant officiel, c'est nerf subcostal, 12e nerf intercostal. C'est bien la racine ici, T12. Puis ensuite, nous allons trouver L1. L1 qui va, je vais prendre une autre couleur volontairement, L1 qui va nous donner 2 branches, donc qui va être parallèle, hein, c'est toujours cette notion de métamérie, parallèle comme au niveau des espaces intercostaux, même s'il n'y a plus de côte, on reste sur le même principe. Donc L1 va nous donner 2 nerfs, d'une part le nerf ilio-inguinal et d'autre part le nerf ilio-hypogastrique. Donc ici, nous allons avoir cette bifurcation en quelque sorte de la racine L2 avec nerf ilio-inguinal et nerf ilio-hypogastrique. Ici, cette bifurcation est donc de nouveau un aspect
parallèle ici de ces nerfs qui viennent de L1. Il peut exister de manière, on va dire, inconstante, il peut exister un petit contingent qui vient pour le nerf ilio-hypogastrique et le nerf ilio-inguinal qui vient de T12. Mais c'est un constant, alors, ce qui fait qu'on peut ici mettre cette petite anastomose et avoir là le fait que nous allons trouver ici, dans ces deux nerfs, nous allons trouver à la fois du T12 et L1. Donc on sera ici en T12, L1. L1 et ici aussi, sachant que T12 est accessoire. Donc nerfs, encore une fois, qui sont parallèles, qui vont être obliques vers le bas et le dedans, et qui vont prendre ces tranches, qui peuvent être touchées notamment dans les cadres de zona, donc où on a ces bandes avec des vésicules et qui sont douloureuses. Nous avons ensuite, donc on va mettre ici ces deux nerfs, ilio-hypogastrique, partie basse de l'abdomen, ilio-inguinal, donc nous les avons représentés dans leur suite au niveau de la paroi antérieure de l'abdomen, descendant, oblique vers le bas. Puis nous avons maintenant, naissant de L1 et L2, un nerf qui est le nerf génitofémoral. Et ce nerf génitofémoral va aussi se poursuivre jusque vers la région de la symphyse pubienne, oblique, et rejoignant le canal inguinal. Et comme son nom l'indique, il y aura deux contingents, un contingent génital vers les organes génitaux externes et un contingent fémoral qui ira vers la région donc proximale de la cuisse. Voici ici, naissant de L2, ce nerf génitofémoral. Et ce nerf génitofémoral, c'est à la fois de L2 et une partie de L1. Voilà ici le nerf génitofémoral qui naît donc de L2, bifurcation de L1 et ici une partie de L2. C'est ici le nerf génitofémoral qui descend toujours de la même manière, oblique vers le bas et l'avant, et qui vient ici donc former ce nerf génitofémoral. Nous en verrons les rapports dans une minute, dans 2 minutes, pour voir rapport et trajet. Nerf génitofémoral, qui viendra aussi donc rejoindre cette région des organes génitaux et la racine proximale de la cuisse. Ensuite, venant de L2, nous avons une branche qui est une branche sensitive pure, qui sera le nerf cutané fémoral latéral. Nerf cutané fémoral latéral, qui est un nerf sensitif pur. On l'appelle parfois aussi le nerf, donc nerf cutané fémoral latéral ou nerf fémoral cutané latéral, qui va naître de L2 et de L3. Nous compléterons la racine L3 plus tard. Je le mets en bleu pour montrer qu'il est différent. Il est sensitif pur. Donc ici, nerf cutané fémoral latéral, que l'on a étudié avec la cuisse, qui passe sous le ligament inguinal et qui est à l'origine des méralgies. Nerf cutané fémoral latéral, que voici. Donc, ce sera L2 et L3. Maintenant, nous allons trouver, venant de L2, L3 et L4, nous allons trouver deux gros nerfs, donc L2, L3, L4. On va peut-être prendre une autre couleur, L2, L3, L4. Donc de L2, ici, nous allons trouver la naissance d'un volumineux nerf qui est le plus volumineux nerf du plexus lombal et qui est le nerf fémoral. Nerf fémoral, ici, donc qui est très volumineux. Nerf fémoral qui va là également passer sous le ligament
inguinal et qui sera un nerf très important, mixte, moteur et sensitif, du membre inférieur et en particulier loge antérieure de la cuisse. Voici ici donc cette naissance, L2, L3 et L4. Donc toujours ce principe de plexus, c'est-à-dire que les racines se divisent pour se réunir. Voici ce plus gros nerf qui est le nerf fémoral. On va le surligner de façon un peu plus claire ici. Voilà ce nerf fémoral représenté. Branche terminale, toute celle-ci, branche terminale du plexus lombal. Puis, nous pouvons réinsister sur l'origine en L3 du nerf cutané fémoral latéral, donc que nous avions mis ici en bleu. Voilà ce nerf, cette branche qui vient de L3. Donc le nerf cutané fémoral latéral, c'est L2 et L3. Et à présent, venant de L2, L3 et L4, nous trouvons le nerf obturateur. Nerf obturateur, donc L2, L3 et L4. Voici ici la naissance du nerf obturateur qui va passer, comme son nom l'indique, par le canal obturateur, c'est-à-dire à la partie toute haute et antérieure du foramen obturatum. Nerf obturateur que voici. Nerf obturateur, donc L2, L3, L4. On va rajouter les noms des nerfs, du blanc. Ici donc le nerf fémoral qui est la plus grosse branche du plexus lombal. Et ici le nerf obturateur que nous trouvons. Et enfin, eh bien, que se passe-t-il sur les branches restantes? Nous avons là terminé avec le plexus lombal proprement dit, et nous allons arriver à la constitution d'un tronc qu'on appelle le tronc lombosacral, qui va naître de L4, L5 et S1. On va le remettre peut-être en jaune ici. Donc de L4, L5 et S1, nous trouvons des fibres qui vont participer à un tronc nerveux important, volumineux, qui est le tronc lombosacral, qui va franchir le détroit supérieur et qui va être un des éléments constitutifs du plexus sacral. Et donc là, on le retrouvera, on l'a étudié déjà avec les nerfs du pelvis, tronc lombosacral qui va constituer donc une des origines du plexus sacral ou plexus sacré. Et c'est pour cela qu'on parle parfois de plexus lombosacral, car il y a une superposition entre les deux, alors qu'il y a un interstice, un intervalle entre le plexus lombosacral et le plexus brachial. C'est ici le tronc lombosacral. Tronc lombosacral qui franchit donc le détroit supérieur et qui viendra participer au plexus sacral que nous avons étudié dans un autre cours. Donc si nous reprenons juste ces éléments, vous voyez ici que le nerf génito-fémoral sera L1, L2. Le nerf cutané fémoral latéral sera du L2, L3. Le nerf fémoral, c'est L2, L4. Je vous rappelle que ce nerf fémoral va aller jusqu'à la patella. Le réflexe patellaire, c'est L4. Le nerf obturateur, c'est L2, L4 aussi. Et pour terminer, eh bien, nous allons pouvoir placer ces nerfs en rapport sur la vue postérieure que nous avons faite. Donc ici, nous allons placer ces différents nerfs et voir comment ils se situent. Eh bien, sous la 12e côte ici, nous allons trouver le nerf subcostal qui descend et qui va à un moment donné perforer l'aponévrose du transverse pour cheminer ensuite
entre le transverse et l'oblique interne. La plupart de ces nerfs cheminent entre transverse et oblique interne. Et le trajet nerveux sera donc ici. Voilà le plexus, les origines du plexus lombal et ses branches qui vont venir ici passer en avant, puis repasser entre le transverse et l'obturateur interne, avec un trajet qui ira jusque vers l'avant, vers la gaine du droit de l'abdomen, comme nous l'avons vu, et des branches perforantes cutanées sur le côté et en avant. Donc, à la fois moteur et sensitif. Ça, c'est le nerf subcostal. Puis, nous allons trouver le nerf ilio-hypogastrique. J'essaie de trouver un petit peu de blanc. Nerf ilio-hypogastrique, donc ici. Le nerf ilio-hypogastrique qui va être parallèle au précédent et qui émerge ici sur les côtés du psoas, nerf ilio-hypogastrique, et cette racine L1 qui vient se bifurquer en quelque sorte pour donner le nerf ilio-hypogastrique et ilio-inguinal à un niveau variable. Voilà ici donc L1 avec nerf ilio-hypogastrique et nerf ilio-inguinal, là aussi qui vont venir perforer la paroi, l'aponévrose du transverse pour cheminer dans la paroi. Nerf ilio-hypogastrique et ilio-inguinal. Puis nous arrivons ensuite en dessous au nerf génito-fémoral. Nerf génito-fémoral donc qui vient de L1 et L2. Ce nerf génito-fémoral, lui, va perforer le muscle psoas. C'est une particularité. Donc, le nerf génito-fémoral, ici, apparaît, donc c'est très facile, on va dire, en dissection, apparaît ici, perforant le psoas, puis ayant un trajet spiralé pour se retrouver vers la région génitale et fémorale, comme son nom l'indique. C'est donc ici le nerf génito-fémoral qui est en profondeur, ici, hein, du psoas, voilà, là, et qui vient perforer le psoas. Donc, nerf génito-fémoral, ici, qui perfore le psoas et le fascia iliaca, nerf génito-fémoral. Puis, nous allons trouver le nerf fémoral. Le nerf fémoral, lui, a la particularité d'être dans la gouttière latérale du psoas. Il est d'abord derrière le psoas et il vient former un tour de spire caractéristique autour du psoas pour être d'abord en dehors, puis finalement se retrouver en dedans du psoas. C'est un nerf ici volumineux. Voilà ce nerf fémoral, donc qui est facile à trouver aussi en dissection, puisqu'il est dans cet angle entre l'iliaque et le psoas, et vient ensuite faire ce tour de spire pour se retrouver en dedans du psoas et se terminer très rapidement, à peu près après 1 cm, se terminer en ses branches terminales motrices et sensitives. Ici donc ce nerf fémoral volumineux qui est placé en dehors de l'artère fémorale, je vous rappelle. Et il nous reste enfin le nerf obturateur. Et le nerf obturateur, lui, il apparaît dans la région, eh bien, au bord médial du psoas. Il vient toujours du même plexus, il est à l'intérieur du psoas, et voici ici l'émergence de ce nerf obturateur qui va venir sortir de la région par ici ce canal obturateur et arriver dans la région obturatrice, c'est-à-dire la région antérieure et profonde de la hanche, et se destiner à la fois à l'innervation motrice des muscles adducteurs et à la sensibilité de la peau de la face médiale de la cuisse, comme nous l'avons vu par ailleurs. Donc voilà ici, si vous voulez, cette synthèse sur la paroi abdominale postérieure, avec les nerfs qui sont placés de façon topographique, c'est-à-dire ici le nerf subcostal, puis nerf ilio-hypogastrique et ilio-inguinal. Ici, c'est le volumineux nerf fémoral,
le nerf génitofémoral caractéristique qui perfore le psoas, et ici le nerf obturateur, et que l'on retrouve aussi à la fois dans le pelvis et puis dans le membre inférieur. Vous voyez donc que ce plexus lombal ici a la particularité d'être à la fois moteur et sensitif pour la paroi abdominale, c'est-à-dire les muscles larges, mais aussi le muscle droit de l'abdomen, ceci de manière étagée, avec des métamères qui sont obliques, dans des plans obliques vers le bas, en direction de la symphyse, vers le bas et l'avant. Et il y a également, par ce plexus lombal, l'innervation proximale musculaire, loge antérieure de la cuisse, loge des adducteurs, peau antérieure de la cuisse d'un point de vue sensitif, et peau médiale de la cuisse par ailleurs. Nous pouvons ici terminer juste en mettant ce tronc lombosacral qui vient de L4, L5, S1, ici, et nous avons là L4, L5, qui est rejoint par S1, puis ce seront, donc ici c'est le tronc lombosacral, et puis ce sera la naissance des autres branches sacrales qui viendront former le plexus sacral et notamment le nerf ischiatique. Voilà pour ces quelques éléments. Comme toujours, les plexus sont complexes et ce qui est important, c'est bien sûr également leur territoire moteur et sensitif. Je vous remercie pour votre attention.